synthèse de tout ce qui a été dit par mes collègues tout à l'heure, hein, de réinsister sur le fait que d'abord, l'achondroplasie aujourd'hui, pour les professionnels de santé, est une pathologie qui est quand même mieux connue, dont on sait également un peu mieux la variabilité qu'il y a entre les différentes personnes sur les différents organes et les différentes complications qui sont vraiment des complications âge dépendantes. Et aujourd'hui, effectivement, on sait un peu âge par âge quels sont les signes à rechercher, les complications à détecter et comment les prendre en charge. Et on sait aussi que ce sont des personnes qui globalement vont bien et que justement sous condition de ces différentes phases de traitement ont des avenirs tout à fait sympathiques. Alors, on essaye de codifier de mieux en mieux effectivement les différents axes des traitements et des prises en charge. Et ce qui est intéressant, c'est que les adultes, les médecins adultes à qui nous confions les personnes suivies dans les sites pédiatriques disent bien que les complications, notamment au niveau du rachis lombaire, pour les enfants qui ont, pour les personnes adultes, mais qui ont été avec des prises en charge précoces, avec de la kiné régulière, avec une attention sur la prise de poids, avec la mobilisation des hanches et tous les enseignements qui ont été prodigués auparavant, ont vraiment moins de complications. Et c'est quelque chose qui est actuellement en cours d'étude et qui sera tout à fait intéressant. Effectivement, vous avez déjà vu par le professeur Cormier ces images de notre calendrier de suivi, qui est quelque chose de simple, de court, et qui est un indicateur. Alors évidemment, il y a des adaptations à faire personne par personne, mais âge par âge, quelles sont les choses à regarder pour le clinicien, les explorations à faire et puis les complications à détecter. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les 2-3 premières années sont un peu chargées, puisque c'est là où on va mettre en place le suivi. Et d'ailleurs, on l'explique aux familles dans les premières consultations. Cette première année est sûrement la plus lourde, puisque c'est là où on va faire l'IRM à partir de 4 mois, 4 à 6 mois, la polysomnographie, le bilan avec les orthopédistes, le bilan ORL, l'audiométrie. C'est là où il va y avoir une attention particulière sur les infections respiratoires, sur le reflux, les éléments le positionnement, sur la façon de le manipuler. Et donc, c'est vrai qu'on voit en général les enfants un peu plus ces 2 premières années. Il y a aussi le bilan un peu avant l'entrée à l'école, où on refait éventuellement, alors pas forcément pour tous, mais en fonction des explorations précédentes, vers 2 ans, une IRM, une polysomnographie. C'est là où parfois la VNI a été mise en place. Et puis à 2 ans et demi, on commence à préparer l'entrée à l'école, qui pour nous est un point d'orgue particulièrement important, où on essaye de donner d'abord les informations et les ressources utiles pour justement l'inscription à l'école, faire ce qu'il faut, ni trop ni trop peu. Il y a après des bilans, il y a souvent le bilan 5-6 ans qui est pour nous important et dans lequel maintenant on inclut de façon systématique le bilan stomato-maxillofacial. Bien sûr l'orthopédie, et puis le bilan, on essaye de faire aussi un bilan vers 10-11 ans qui est l'entrée CM2 6e, qui permet aussi de refaire un point justement avant l'entrée au collège sur où on en est sur le plan médical et puis ce qu'il va falloir ou non adapter pour l'entrée au collège. Et puis à partir de 16 ans, il y a cette période de la transition. Alors la transition, c'est pas un point donné, c'est vraiment quelque chose qui doit durer 1 à 2 ans, donc en général entre 16 et 18 ans, et c'est quelque chose qu'on est en train de mieux cadrer et qui permet d'une part que le jeune prenne en charge lui-même aussi toute son histoire. C'est souvent avec d'ailleurs de l'émotion parce qu'on reprend un peu les grandes étapes. On lui parle à lui et pas à ses parents. On lui demande avec ses parents de peut-être avoir son dossier médical sur un support numérique et on lui explique que il va aller progressivement dans le monde des adultes. Alors là, ce qu'on essaye de faire à Necker, on a la chance d'avoir une super rhumato pédiatre adulte qui a travaillé avec nous pendant 1 année et qui envoie une partie, alors évidemment elle ne peut pas le faire pour tous, mais c'est peut-être quelque chose qui va être diffusé grâce à la filière Oscar. Et donc c'est elle qui vient, médecin adulte, voir les enfants
enfin les jeunes, ils ont 16 ans, les grands ados, et faire cette consultation où elle reprend l'histoire, elle peut comme ça avoir accès à tous les documents et les imageries de notre système informatique. Et puis l'étape d'après, c'est la consultation de transition qui existe depuis 2004, créée par Georges et Martine Lemaire, et donc où ce sont nous, les médecins pédiatres, qui allons, donc généticiens pédiatres et orthopédistes pédiatres, qui allons sur le site adulte et on retrouve le jeune devenu adulte, donc en général c'est vers 18-19 ans. Alors c'est pas exactement toujours, ça dépend aussi de l'historique médical et des éventuelles chirurgies en cours ou quelque chose comme ça. Et donc on revoit, mais par contre cette fois-ci, pour mieux accompagner sur le site adulte le jeune avec l'équipe adulte qui le prendra ensuite en charge. On essaye comme ça de mieux appuyer cette transition parce qu'on s'est aperçu que parfois la transition était un peu suivie de boomerang et donc de retour à l'envoyeur. Et puis à partir de 18 ans, on essaye sur le réseau de la filière Oscar de mieux codifier justement quelles sont les visites de suivi nécessaires. C'est vrai qu'on est un peu plus light que chez l'enfant en termes de fréquence de suivi. Une visite tous les 2 ans nous paraît un minimum, ce qui n'est pas facile quand on est actif et qu'on a la vie professionnelle et puis les enfants qui arrivent. C'est aussi dans ce temps où on parle des grossesses, qu'on parle du conseil génétique et de tout l'accompagnement qui ensuite va varier selon les complications ou non présentées par la personne. Alors, on a aussi une petite carte d'urgence qui est actuellement en cours de peaufinage, qui est cette petite carte demandée initialement par la HAS, la Haute Autorité de Santé, pour les différentes pathologies, les maladies rares, et donc qui est un peu comme un flag pour que si l'enfant doit aller aux urgences à tel ou tel endroit, il y ait un peu une reconnaissance avec quelques situations particulières, des réflexes. Bon, pour la chondroplasie, il n'y a pas tellement de clous particulières, de précautions énormes, mais quand même, justement, toujours faire attention à ce rachis, à cette charnière, à la respiration. Mais pour parfois d'autres pathologies, on a vraiment des indications ou des contre-indications. Et cette petite carte qui est toute petite, qui est la taille d'une carte bleue, elle n'est pas encore sortie. Je vous demande de ne pas la prendre en photo. Hein, elle n'est pas encore sortie. Elle va être peut-être encore modifiée parce qu'elle est en cours de relecture. On vous l'a mis pour vous montrer que c'était bien, c'était dans les projets. De même, ce fameux PNDS, Protocole national de diagnostic et de soins, j'avais mis de prise en charge, donc qui est un document qui doit être de référence, réfléchi selon la littérature. Il est accompagné d'un argumentaire. Un argumentaire, c'est également un petit book de 30 à 40 pages, comme un tableau, où on reprend la littérature des 15 dernières années et où on donne les références et où on met les résultats principaux et on va donner un grade de confiance sur ce papier pour justement moduler ou non et appuyer éventuellement sur l'importance des résultats de cette étude. Donc c'est des choses extrêmement sérieuses qui prennent pas mal de temps. Tous les intervenants que vous avez entendus aujourd'hui sont écrits dans le groupe de travail de ce document et il y a toute une procédure assez longue qui est obligatoire avec des validations par les différentes sociétés savantes. On espère donc la sortir dans les mois qui viennent. On insiste aussi sur l'inclusion scolaire. Vous connaissez, je pense, ce site qui s'appelait Intégrascole, qui maintenant a été rebaptisé Tous à l'école, qui avait été développé en 2005 par une équipe mixte entre l'équipe de génétique médicale de Necker et l'INSHEA, qui est l'enseignement national dédié aux situations de handicap et qui est un site qui donne pathologie par pathologie quelques explications utiles, simples pour les enseignants et puis selon maternelle, primaire, collège, des indications d'adaptation. Hein, c'est vraiment informer, expliquer, rassurer. C'est pour les directeurs, les enseignants référents. Et donc, ça permet un lien avec l'équipe pédagogique et, si besoin, avec l'équipe éducative. Et donc, voilà, c'est Tous à l'école. Ça, vous pouvez le prendre en photo. Et il y a un chapitre sur la chondroplasie.
Il n'y a pas de choses extraordinaires. C'est vrai qu'on insiste sur le fait qu'à la maternelle, parce qu'on a encore trop de parents où l'accueil est plutôt froid, où on leur dit mais on ne sait pas si l'école est adaptée, il va falloir une AVS de façon systématique. Ah ben non, ça ne va pas être possible. On voit encore des choses extrêmement difficiles. Et dans d'autres écoles, au contraire, les enfants sont accueillis comme tout le monde. Et ça, c'est vraiment essentiel. Vous voyez, avec l'évaluation des éventuels besoins, toujours faire ce lien, et c'est pour ça que quand on parle de ces ressources, on donne aussi nos moyens de contact. Et les listes de préconisation sont tant sur le mobilier que sur les explications à donner aux autres enfants en temps utile. Il ne faut pas le donner en petite section de maternelle, mais à un moment, ça permet de travailler sur la différence, parce qu'on est tous différents. L'accessibilité de la classe. Il y a des classes qui spontanément, des écoles où spontanément, systématiquement, on met la classe où il y a une personne à chondroplase au rez-de-chaussée, et puis d'autres où l'instituteur, vous connaissez, qui est au rez-de-chaussée depuis 15 ans, ne veut pas bouger. Et en discutant, en allant doucement, on arrive quand même à faire bouger les choses. Le mobilier, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a différentes façons. C'est selon les moyens de l'école, c'est-à-dire les moyens donnés par la MDPH. C'est souvent la commune qui va aider. Et s'il y a eu ou pas des enfants avec nécessité d'adapter le matériel et le mobilier avant. Et toujours favoriser cette socialisation, les interactions, l'attention, diminuer la douleur et la fatigue. Un enfant qui a les jambes effectivement qui sont dans le vide, qui n'est pas bien installé, qui a mal au dos, ne peut pas se concentrer. Qui soit devant, voilà, tout ce qui va permettre également d'améliorer l'indépendance et de le considérer comme tout le monde, une grande personne, voilà. Et donc il faut bien expliquer tout ça à toutes les personnes ressources qui seront en place aux côtés de l'enfant. On insiste bien sûr sur les interactions avec la PPT et on vous remercie encore d'ailleurs beaucoup de nous avoir permis cet échange aujourd'hui. Pour ce qui est de l'intégration scolaire et professionnelle, il y a aussi des ressources qui se développent et grâce à la PPT, vous avez listé un grand nombre de matériels, de vélos, plein de choses qui peuvent aider au quotidien. Alors, il y a encore des difficultés, ça c'est bien sûr. En anténatal, c'est vrai que les méthodes diagnostiques sont variables. L'annonce diagnostique n'est pas toujours facile et ni bien faite. Or, elle va colorer toute la suite du parcours de l'enfant et de sa famille. La perception de cette affection par la population générale, le regard de l'autre, particulièrement en France. Et encore, on a de la chance parce qu'il y a d'autres pays, notamment en Afrique du Nord, où il y a vraiment beaucoup de difficultés d'intégration. Probablement, il y a des choses qui sont très importantes dans ce qui a été dit aujourd'hui et qu'on sous-estimait, comme peut-être un déficit auditif partiel, la prise en charge maxillo, la prise en charge respiratoire qui maintenant est bien ancrée dans les parcours de soins classiques, la prise en charge à l'âge adulte qui n'est pas encore assez réalisée, qui n'est pas encore assez bien organisée sur le territoire. On n'a pas encore de circuit assez efficace, mais on y travaille et on est convaincu de l'amélioration dans les prochaines années. Et la reconnaissance des droits, c'est quelque chose dont on parle souvent avec vous dans les rencontres avec votre association. Vous savez que selon le département, tout ce qui va être MDPH et 100% va être très variable. Mais on a quand même, je crois que c'est l'occasion quand même de le dire aussi, un système qui est assez généreux et qui permet de faire plein de choses. Ce qu'il faut, c'est toujours pareil, bien communiquer, bien expliquer. Quand les certificats sont bien remplis, et donc quand le médecin est bien sensibilisé, c'est vrai que les choses vont beaucoup mieux. Et demain pour ouvrir, en anténatal, c'est vrai qu'il y a actuellement l'arrivée d'une technique qui s'appelle le diagnostic prénatal non invasif. Je crois que ce n'est pas le lieu aujourd'hui de détailler. C'est une technique qui néanmoins qui n'est pas invasive et qui va avoir des indications particulières et pour lequel il va y avoir des indications, des tenants et des aboutissants à bien discuter avec les équipes de généticiens et les conseillers en génétique. Et on insiste beaucoup sur la dimension des conseillers en génétique. On est très content d'avoir Johanna Bengoa qui excelle dans l'accompagnement des familles en anténatal et qui vraiment doit faire des petits, diffuser ce savoir et cet accompagnement dans les autres CPDPN, là où on accompagne justement les grossesses. Et en postnatal, les registres, c'est le fait d'enregistrer au fil de l'eau, avec des objectifs bien précis,
les données médicales de façon anonymisée et sécurisée, ce qui est une façon pour nous de mieux connaître l'histoire naturelle dont a parlé Valérie Cormier-Daire, et donc de mieux adapter la prise en charge, parce qu'elle était peut-être un petit peu stéréotypée, ce qu'on a présenté aujourd'hui. Il y a des modulations à apporter selon les formes. Et donc aujourd'hui, on a des registres qui apparaissent de plus en plus. Alors c'est lourd un registre, donc on essaie de bien réfléchir à ce qui est utile et ce qui va nous faire progresser tous ensemble. La diffusion des guides de prise en charge et la filière Oscar est un des tam-tams, un des canaux pour faire circuler les informations. Il y a un site internet et donc il y a ces documents, on rappelle, il y a un calendrier de suivi, il va y avoir le PNDS, la fiche d'urgence, il y a les contacts, la liste des personnes, ressources, dans les différents centres de compétences, centres de référence sur les pathologies osseuses. Je pense qu'on peut vraiment dire que c'est un gros progrès de ces dernières années, c'est l'analyse et la prise en charge crânio-faciale et dentaire qu'a présenté le docteur Kadlub, qui est quelque chose qui n'était pas forcément bien fait jusque-là et pour lequel on progresse nettement. Nos fameuses réunions de concertation, les RCP, hein, et c'est Federico Di Rocco qui est là aujourd'hui et qui avait avec nous fondé ces premières RCP il y a quelques années à Necker, qui sont donc des réunions où tous les intervenants impliqués dans la prise en charge de la chondroplasie discutent cas par cas avec les images, avec la clinique, avec la résultat de la polysomnographie, justement de ces indications. Est-ce qu'on opère? Est-ce qu'on n'opère pas? Est-ce qu'on se donne du temps? Et c'est fondamental, ces réunions RCP. Ça prend du temps, vous imaginez, parce qu'il faut organiser un créneau où tout le monde soit là, à l'heure, se libère et qu'on discute et puis qu'on pense à la suite. Il y a ces progrès chirurgicaux dont a parlé Georges, avec ces épiphysiodèses du péroné qui sont beaucoup plus légères que les ostéotomies, même si les ostéotomies auront toujours une place. Ces ostéotomies plus allongement court par les clous internes dont Georges a parlé et qui sont également très prometteuses. Et puis les thérapeutiques innovantes dont Valérie Cormier-Daire a parlé, sur lequel Laurence Legemallet travaille sur les modèles murins et autres modèles cellulaires, et qui sont vraiment probablement avec des applications et des espoirs, on va dire, en termes de bénéfices pour les patients et leurs familles demain, certains. Voilà, je vous remercie. Et on finit avec la petite dia, une autre façon de présenter.